Ok, donc aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo qui change un petit peu de d'habitude, vraiment en format RAW comme ça, où je vous donne de la valeur tout simplement, je vous raconte des histoires. C'est un format qui m'a toujours plu, que j'ai envie de mettre de plus en plus en avant sur ma chaîne YouTube. Donc on va en faire une première aujourd'hui, puis on verra les retours. Et de toute façon je pense que j'en ferai d'autres. Donc l'idée c'est que ça dure voilà, une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes pour que je vous parle d'un sujet et puis que vous puissiez réagir dessus, m'apporter des retours en commentaire, ce sera toujours sympa. Et donc aujourd'hui, c'est ça dont je voulais parler avec vous. Je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi les Français aujourd'hui investissent massivement dans l'immobilier et délaissent encore un peu la bourse, même si on a des mœurs qui sont en train de changer. Ça, en fait, c'est vraiment historique. Il s'est passé pas mal de choses depuis les années 80 en France. Donc, je vais vous expliquer en fait pourquoi les Français aujourd'hui blindent leur livret A, pourquoi on adore la pierre en France, l'immobilier. Et on sait que ça, c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération. Donc, on va revenir là-dessus. Pourquoi la bourse reste encore associée au risque, reste associée au casino, à la spéculation, avec une stat hyper intéressante. J'en ai parlé sur mon compte Instagram mais je vous la redonnerai, je pense, tout à l'heure aussi. Voilà, tout ça, c'est pas forcément un problème d'intelligence, c'est pas un problème d'éducation, ou du moins pas que. C'est vraiment un problème, je pense, culturel, un problème de génération, de transmission. Et pour faire ça, et pour vous expliquer tout ça, le but, c'est de remonter un petit peu dans les années 80. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans les années 80? Ben, en fait, on a eu un pays, donc la France, hein, qui a été à cette époque-là très étatisé. Ok. Donc en 81, avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand notamment, la France, et je vais la faire courte, hein, a mis en place une grande vague de nationalisation de ces entreprises. Donc nationaliser une entreprise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État prend le contrôle, en gros, de grandes entreprises privées, prend le contrôle dessus, sur l'actionnariat, et incite les Français à investir au sein de ces entreprises-là. Donc ça va être des banques, ça va être des industries, ça va être des grands groupes stratégiques également. Et le message vraiment implicite à l'époque, c'est celui-ci, c'est que le privé devient suspect, la finance est vue à cette époque un petit peu comme instable, et donc l'État, on va dire, a la main sur tout ça et protège le tout. Et dans le même temps, en France, on a quand même connu une inflation très élevée à cette époque-là. Donc qui dit inflation très élevée dit que les banques centrales aussi veulent réguler cette inflation-là, donc augmentent les taux d'intérêt, donc des taux d'intérêt également élevés. Et l'accès au marché boursier, au marché financier, n'était pas aussi facile que maintenant. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'était pas encore rentré dans l'ère du digital, du numérique. On n'avait pas encore tous ces courtiers ouverts en ligne et cet accès, on va dire, via le téléphone, en instantané aux échanges boursiers ou autres. Et donc, investir en bourse, c'était pas simple. C'était vraiment réservé, considéré comme réservé à une élite, à des initiés. Donc, il fallait vraiment aller en physique voir son banquier, passer des ordres papier pour acheter des actions en bourse ou au téléphone aussi, mais pareil, au niveau du téléphone, c'était encore très limité. Et on avait aussi des frais très élevés, en fait, sur tout ça, parce que ça demandait du boulot, ça demandait du personnel en physique qui s'occupait vraiment de ça. Donc la bourse, comme je le disais, hein, voilà, c'était réservé à une élite, c'était plutôt compliqué. Alors que l'immobilier, lui, de son côté, pardon, était beaucoup plus concret. Alors, je pense qu'on est d'accord avec ça, c'était beaucoup plus tangible, c'était quelque chose de rassurant, palpable en quelque sorte, et la bourse était encore un petit peu délaissée pour la plupart des Français et des épargnants du moins. En plus, par la suite, dans les années 90, donc 10 ans plus tard ou plus, hein, le PEL, plan d'épargne logement, et la culture de la sécurité se sont vraiment mis en place en France. Le PEL donc, a eu un rendement à cette époque-là qui était très attractif, contrairement à maintenant, mais parce que l'inflation et les taux étaient vraiment élevés. Et c'est devenu vraiment un incontournable. Pourquoi ça? C'est très simple. Parce que quand les taux sont élevés, eh bien, les nouvelles versions, les nouvelles sorties de PEL euh, impliquent forcément un taux d'intérêt qui est fixé, ok, et qui va rester dans le temps élevé, ce qui est logique. Donc on s'est retrouvé avec des PEL avec des taux à 6-7% de rémunération sans prise de risque en fait. Et c'est ça qui a fait enfin, la différence sur le long terme, c'est-à-dire que les gens pouvaient bloquer
leur argent, entre guillemets, à un taux rassurant et hyper intéressant pendant plusieurs années, même si après l'inflation et les taux d'intérêt redescendent. Donc on avait des PEL qui n'avaient en plus parfois pas de vraie limite de durée comme on peut l'avoir maintenant pour un PEL 10-12 ans. Donc on avait des rendements équivalents à des rendements boursiers de maintenant, mais à l'époque, euh, avec un plan qui proposait du capital garanti, en fait, avec un risque hyper faible. Et ça, c'est pas normal. On sait très bien qu'il y a une corrélation rendement-risque aujourd'hui sur les marchés financiers. Un produit qui est peu risqué va proposer peu de performance. Un produit qui est beaucoup plus risqué va proposer, à contrario, beaucoup plus de performance, mais du coup plus de volatilité sur les marchés. Alors que là, on avait un rendement qui proposait de la performance, mais qui n'avait pas de risque. Et ça, aujourd'hui, c'est une arnaque. Mais sauf qu'à l'époque, eh bien évidemment, c'était un système qui favorisait vraiment l'épargne réglementée et qui favorisait forcément la pierre et l'immobilier, le tangible en fait. Et donc pendant ce temps, voilà, c'était compliqué pour la bourse. La bourse restait volatile, restait peu démocratisée et était un petit peu délaissée pendant les années 90. Sauf que il y a eu un petit changement de paradigme fin des années 90, 97, 98, 99, où et on a eu un petit peu une explosion des valeurs technologiques. Hein, on se rapprochait petit à petit de la bulle Internet. Et à ce moment-là, le CAC 40 a vraiment flambé pendant 3 années. C'est-à-dire que toutes les personnes qui investissaient sur les entreprises du CAC 40, avec pas mal d'entreprises au final nationalisées, etc., à cette époque-là, faisaient du plus 20, plus 25, plus 30% par an, et ça pendant 3 ans. Donc il y en a qui ont quasiment doublé leur capital pendant 3 ans, de 97 à 2000. Et les médias se sont enflammés. Hein, les médias parlaient vraiment de l'âge d'or des marchés boursiers, du nouvel âge d'or, des tech, etc. Les entreprises tech ont pris une valorisation énorme, mais en fait sur un fond et une qualité intrinsèque qui n'était pas du tout présente. Ok, donc une valorisation beaucoup trop importante par rapport à la réalité du terrain. Et derrière, la bulle a éclaté. Donc il y en a qui se sont vus trop beaux, qui ont continué, qui ont mis énormément de leur économie sur les marchés financiers à ce moment-là. La bulle éclate, le marché perd 50 à 60% à cette époque-là, et forcément ça a laissé des traces. Et ça a laissé des traces auprès d'investisseurs qui n'y connaissaient rien, qui n'avaient pas du tout évalué les risques des marchés boursiers à ce moment-là, qui n'étaient pas renseignés, mais parce que à cette époque-là, on n'avait pas autant d'informations que maintenant. Il n'y avait pas autant de réglementation que maintenant. C'est pour ça que avec ces crises, je parle de 2000, je vais parler de 2008 aussi, crise de la dette 2011, etc. Il y a eu plusieurs phases où on a eu petit à petit des réglementations qui se sont mises en place et forcément maintenant on fait beaucoup plus attention à ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a fallu quand même beaucoup d'années derrière pour que les marchés retrouvent de leur superbe. Entre 2000 et 2008 ou 2000 et 2010, il ne s'est rien passé quasiment. C'est-à-dire qu'on investissait 1 euro en 2000, on l'avait à peine retrouvé en 2010 en quelque sorte. Donc c'est-à-dire que ça a chuté. Le temps que ça remonte et que ça revienne à la normale, il s'est passé plus de 10 ans. Donc quand on dit qu'il faut investir en bourse sur le long terme, oui, et il y a des périodes comme 2000 à 2010, 2000 à 2011 ou plus, qui ont été très difficiles, surtout en France. Donc il faut, euh, il faut se le mettre en tête et il faut en être conscient. Et comme je l'ai dit, hein, beaucoup de particuliers ont investi au plus haut à cette époque, pendant les années 2000. Beaucoup ont perdu 50 à 60% du coup de la valeur investie en bourse. Ça a laissé des traces. Et, excusez-moi, à ce moment-là, le message qui a été transmis euh, aux générations futures, c'est attention, la bourse, c'est dangereux. La preuve en est. Voyez. Et ça, je pense que c'est resté ancré dans pas mal de cerveaux, pas mal de têtes, et ça continue de se transmettre. Et c'est pour ça qu'en France, on a du mal, on n'a pas forcément cette culture de l'investissement, mais c'est pas l'unique raison. C'est-à-dire qu'en plus de ça, en parallèle, donc pendant les années 2000, on a eu un petit peu l'âge d'or de l'immobilier à ce moment-là. Mm. Pourquoi? Parce que on a connu des taux pendant les années 80 et 90 qui étaient très élevés. Puis, pendant les années 2000, passage à l'euro, on a eu, bref, petite période de baisse des taux d'intérêt. Un crédit immobilier qui est devenu beaucoup plus accessible et surtout des emprunts
qui se sont allongés. Là où avant, on pouvait emprunter sur 10, 15 ans maximum, on a pu commencer à emprunter sur 20, 25 ans, et à des taux qui sont devenus beaucoup plus abordables. On avait du 4%, puis 3%, puis 2%, on a une baisse progressive. On a même connu pendant les années 2010, 2015, 2016, là, des taux à 0,5, 1%, enfin voilà, des taux très faibles. Donc ça a créé un effet de levier massif, ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a eu une demande hyper forte sur le marché immobilier. Et vous savez, il y a un indicateur, un tunnel qu'on appelle le tunnel de Frigate, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, qui nous montre un petit peu cette envolée historique des prix de l'immobilier par rapport à l'augmentation des salaires des ménages en France. Et en fait, l'image, elle est assez simple, c'est que la courbe, on voit une courbe qui évolue sur un graphe, et cette courbe, elle dépend d'un ratio. Et ce ratio, c'est l'évolution des prix de l'immobilier dans l'ancien par rapport à l'évolution des salaires moyens en France. Okay, donc on fait ce ratio de ces deux évolutions, et normalement, si les deux évoluent dans le même sens, ça fait du 1 pour 1, et on reste en fait dans un tunnel où voilà, on oscille entre 1,1 et 0,9, et ce ratio n'évolue pas. Ça veut dire que voilà, le salaire d'un Français évolue aussi vite que les prix de l'immobilier dans l'ancien. Okay. Sauf que, après justement cet accès à la dette sur beaucoup plus long terme, ben, les Français se sont dit quoi? On peut emprunter plus d'argent car on rembourse sur plus de temps. Donc on peut emprunter des biens immobiliers, on peut emprunter et investir dans l'immobilier plus cher, pour un meilleur confort, mais tout en gardant cette capacité d'endettement raisonnée et raisonnable. Donc ce qui fait que la demande sur le marché immobilier pour des biens supérieurs de plus haut standing, c'est fait de sentir, hein, clairement. Et qui dit une demande plus forte, dit une montée des prix naturels. Et les prix ont vraiment explosé. On a eu une cassure à la hausse du tunnel de Frigate, et ce qui fait que maintenant, en fait, c'est très difficile pour les nouvelles générations qui n'ont pas vu les salaires augmenter aussi vite que le prix de l'immo. Donc là, on a des prix d'immobilier en France qui sont devenus inaccessibles, ou du moins très peu accessibles pour la majorité des jeunes notamment. Et ce qui fait qu'on va avoir énormément de difficultés pour acheter un bien digne de ce nom, là où à l'époque, vous pouviez acheter un bien très convenable, on va dire, par rapport à votre salaire, là où aujourd'hui, on a beau avoir un bon salaire, les prix de l'immobilier ont tellement flambé que c'est difficile d'avoir quelque chose d'aussi bien, je dirais, d'aussi bon standing. Donc, ben voilà, hein, ce qui s'est passé, c'est qu'une génération qui s'est enrichie grâce à la pierre et grâce à la flambée des prix de l'immo, et une nouvelle génération qui est la mienne, la nôtre, ou celles qui vont suivre, en fait, où bah, l'immobilier devient accessible. On sait que la bourse continue à faire peur, euh, donc difficile pour nous de choisir. Par contre, pour les autres où la bourse a fait peur et l'immobilier les a enrichis, bah, le choix il est vite fait. Et c'est ça qui se transmet en fait. Donc très intéressant là-dessus. 2008, pour poursuivre un petit peu dans l'histoire, on a eu une autre crise financière mondiale, hein, la crise des subprimes. Donc là où c'était une crise mondiale qui s'est vraiment, on va dire, étendue à l'international, hein, qui est d'abord partie des États-Unis, puis qui s'est étendue en Europe et ailleurs. Euh, à ce moment-là, les banques étaient en difficulté, les marchés se sont effondrés, encore une fois, des médias forcément alarmistes également, et donc pour le grand public, voilà, la finance, encore une fois, est dangereuse, la bourse détruit la richesse, pendant 8 ans, il ne s'est rien passé, et là, on se tape une nouvelle crise. Donc deuxième traumatisme majeur pour la plupart des gens et des investisseurs à cette époque en 10 ans, même pas 10 ans. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui soient vraiment réticents à la bourse et qui croient seulement en la valeur de l'immobilier, hein, c'est clair. Et la réglementation, en plus de ça, heureusement, j'ai envie de dire, a évolué, où ben, on a eu une protection accrue pour les investisseurs. Donc après 2008, au niveau européen, en gros, on a eu des directives qui se sont mises en place, comme la directive MiFID et MiFID 2, donc qui veut dire Markets in Financial Instrument Directive. Bon, c'est aussi des questionnaires qui ont été mis en place, des questionnaires de risque. Vous savez, maintenant, à chaque fois que vous allez à la banque pour ouvrir un contrat d'assurance vie, pour ouvrir un compte titre, un PEA ou autre, vous avez un questionnaire de risque à remplir, que ce soit d'ailleurs chez un courtier ou à la banque, hein. Obligation d'évaluer le profil de risque des clients, voilà, plus de transparence aussi sur les frais
qui sont, euh, qui sont mis en place. Et maintenant, les banques, évidemment, doivent justifier leurs recommandations avec un outil, doivent adapter des produits au profil du client, c'est-à-dire que si le client a un profil prudent, eh bien, il ne va pas pouvoir investir plus de 30% sur le marché action de l'investissement total. Donc c'est une directive. Pour le profil équilibré, c'est jusqu'à 50%. Et pour un profil dynamique ou offensif, ça peut être jusqu'à 70, voire 100% d'actions. Il n'y a pas de souci vu que le profil est en adéquation. Euh, et donc la protection a augmenté, et j'ai envie de dire encore heureux, mais la confiance, elle, elle met du temps, ok, à revenir, surtout quand on sait un petit peu bah, voilà, comment les banques fonctionnent aujourd'hui et quand on s'intéresse à tout ça. Euh, pour poursuivre 2018-2019, on a aussi eu la mise en place voilà, de la flat tax, de la loi Pacte. Donc la flat tax, vous savez, c'était un prélèvement forfaitaire unique qui avait été mis en place sur les gains des capitaux sur les marchés boursiers. Donc c'était 12,8% d'impôt sur le revenu, ça c'est le PFU, plus des prélèvements sociaux qui ne font qu'augmenter année après année. On était à 17,2%, on est passé à 18,6%, ce qui fait que la flat tax, qui était à 30% l'année dernière, est passée à 31,4% et continue d'évoluer. Alors la fiscalité s'est simplifiée, ça sur les gains, ça c'est une chose, mais elle continue d'évoluer et d'être assez pesante malgré tout. En 2019, la loi Pacte, donc c'est un plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Donc là, l'idée et l'objectif, c'était d'encourager l'investissement en actions, de simplifier par exemple le PEA, de moderniser l'épargne retraite, de créer de nouveaux plans d'épargne pour la retraite. L'État donc, a tenté un petit peu de réconcilier les Français avec l'investissement productif et l'investissement dans l'économie réelle, mais la culture forcément française ne va pas évoluer comme ça du jour au lendemain. Et ce qui est assez marrant, et je vais finir avec ça, cette vidéo, c'est que je pense que là, on est en train de prendre un virage dans l'investissement que je trouve très intéressant avec les nouvelles générations, parce qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses, et ça, c'est pas un scoop, c'est que euh, aujourd'hui, l'immobilier, comme je l'ai dit, avec la cassure à la haute du tunnel de Friguil, et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, est devenu très peu accessible ou difficilement accessible pour nous. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, mettre en place un projet immobilier, c'est un petit peu un side hustle. Pour moi, c'est vraiment une compétence à part et c'est plus juste un hobby en fait. C'est vraiment une compétence, ça demande du temps et c'est un métier à part, en quelque sorte. Moi, je suis convaincu de ça, donc très difficile d'accès pour moi aujourd'hui. Et il y a aussi beaucoup de problèmes, hein. Mais ça, c'est toujours des problèmes liés à l'IMO depuis trop longtemps, la gestion locative, la gestion des travaux, gestion des délais, etc. Il y a beaucoup de choses, les taxes qui continuent d'augmenter. Euh, euh, ouais, les différentes taxes liées à l'immobilier, je les ai plus en tête, j'ai un trou de mémoire, mais je pense que vous m'avez compris. Taxes d'habitation, taxes foncières, voilà, c'est ça, je les cherchais notamment. Et puis, on est arrivé dans une ère aussi où bah, la digitalisation, en fait. On a énormément d'informations sur Internet, sur YouTube, on a les intelligences artificielles, donc en fait, on peut se renseigner très facilement et aujourd'hui passer à l'action et investir beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement sans grosse prise de risque par rapport à l'époque. Et ça, je pense que bah, ça s'est ancré dans les nouvelles générations qui sont de plus en plus intéressées par ce monde de l'investissement, qui essayent de plus en plus, qui découvrent aussi bah, le fonctionnement de l'argent, l'évolution, les ETF, qui découvrent la crypto, qui découvrent la diversification, qui se forment aussi en ligne, parce que moi je pense que c'est une bonne chose de voir aussi bah, des conseillers, voilà, diplômés, habilités, qui parlent de ces aspects-là et qui parlent de tout ça sur Internet sur Instagram, sur les réseaux, TikTok, LinkedIn ou même YouTube. Et forcément, on a une génération qui investit de plus en plus. Et d'ailleurs, je n'ai pas forcément les stats, mais je sais que les jeunes aujourd'hui, hein, les 18-25 ans notamment, sont beaucoup plus avancés que les 18-25 ans d'il y a 10 ans ou il y a 15 ans sur cet aspect-là. Et donc, pour moi, ça va dans le bon sens parce que dans tous les cas, pour construire une pyramide patrimoniale digne de ce nom, eh bien, il faut les deux leviers. Le levier immobilier d'un côté, le levier boursier, financier de l'autre. Et le levier immobilier, aujourd'hui, on peut aussi l'avoir, pas forcément qu'avec de l'immobilier physique, mais de l'immobilier pierre-papier. J'en parle dans une autre vidéo, mais
c'est un peu cette idée-là, il y a un peu ce paradoxe générationnel qui s'est créé, où voilà, on a une époque où on a des ETF qui coûtent que 0,1, 0,3% de frais, des courtiers en ligne qui ont divisé leurs frais par 10, l'accès au marché qui est devenu instantané. Ça n'a jamais été aussi simple en fait d'investir en bourse que maintenant. Et l'immobilier en parallèle, comme je disais, devenu cher, le crédit plus compliqué. On a des taux là qui récemment en plus avaient évolué, donc ces dernières années très difficile d'avoir un bon projet immobilier. Euh, les jeunes générations voilà, ont moins accès à la pierre, ça je l'ai dit. Et donc on se tourne de plus en plus vers les marchés. On se tourne vers des choses qui nous paraissent maintenant en fait accessibles tout simplement. Et c'est de cette manière-là qu'on va apprendre, qu'on va casser peut-être le mythe de la bourse. Mais là où il faut faire attention, c'est que les nouvelles générations n'ont pas connu les crises que je vous ai expliquées des années 2000 ou des années 2008. Et c'est là où on verra un peu comment tout ça va se passer quand on vivra les premières grosses crises majeures sur les marchés financiers et qu'on verra maintenant comment réagir. Même si on est formé et qu'on sait en théorie comment réagir, on verra en pratique ce qui se passe. Euh, donc voilà là-dessus. Écoutez, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai traité du sujet que je voulais traiter aujourd'hui. Vous me dites si ce genre de format-là vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît et je vais continuer d'en faire un petit peu de la sorte. Donc évidemment, j'ai toujours quelques notes à côté de moi pour, euh, pour vous raconter tout ça. Mais c'est des choses que j'ai apprises, que j'ai vécues, que j'ai lues, sur lesquelles je me suis renseigné et je trouve ça passionnant de connaître un petit peu l'histoire et l'évolution des marchés en France et de comprendre un petit peu pourquoi aujourd'hui on est une nation très orientée IMO. Et c'est vrai que dernier point, il y a un autre point dont je n'ai pas discuté, mais c'était la retraite. C'était surtout ça. C'est que la retraite aujourd'hui, en France, on sait pour les jeunes générations qu'on ne va pas en avoir. Ou du moins, si on en a, ça va être des miettes et à un âge très avancé. Donc il faut qu'on se crée notre retraite. Et pour ça, il faut qu'on investisse et qu'on capitalise au plus tôt. Donc c'est pour ça que dès maintenant, dès le plus jeune âge, on essaie de profiter du temps qu'on a devant nous, de cet effet de levier-là qui est hyper intéressant et hyper important sur les marchés boursiers. Et ce qui fait qu'on passe à l'action, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, tout simplement. Et puis on se dit à très bientôt. C'était Axel. Ciao.